Bonjour, chers téléspectateurs. Nous sommes aujourd'hui le samedi 8 novembre 2025 et nous sommes fidèles à notre rendez-vous avec l'émission Grand Angle. Aujourd'hui, nous allons commencer par vous donner des informations, mais nous vous annonçons d'entrée de jeu que nous allons rentrer dans cette question que nous avons posée assez souvent et que nous avons, pour laquelle nous avons reporté la réponse, à savoir où va l'argent du Congo, où va l'argent du pétrole, où va l'argent. Ce n'est qu'une première émission. Il y en a d'autres qui suivront pour que nous abordons cette thématique. Mais avant de rentrer dans cette thématique, nous allons vous donner quelques informations. La première information, c'est que nous vous disons bien que nous sommes le 8. Donc, le 15, la semaine samedi prochain, à 18h, nous aurons une émission en webinaire et je pense que vous serez très nombreux à nous suivre. Le lien vous sera communiqué et le samedi 15 novembre 2025, à partir de 18h, nous aurons encore cette émission, comme on en a déjà fait 2. Ça sera pratiquement la 3e qu'on va faire. Donc, nous aurons rendez-vous et nous allons essayer de tout mettre en œuvre. Il y en a beaucoup qui ont eu des problèmes, semble-t-il, pour l'utilisation du lien, tout ça. Mais on verra quels efforts nous allons faire pour que tout cela soit résolu et qu'on avance. La deuxième information que nous allons donner pour entrer dans le vif du sujet, nous avons été très préoccupés en lisant une publication de Brazza News dans laquelle nous avons découvert que 2 lycées d'excellence, à savoir le lycée d'Oyo et le lycée de Dolisie, avaient des problèmes financiers pour le bon fonctionnement. Et il semble que les enfants auraient pris du retard pour cette rentrée. Alors, nous considérons cela comme inacceptable. Après qu'on ait déclaré 2024 année de la jeunesse, 2025 qu'on ait fait toutes les promesses, après tout ce que nous disons en termes de réduction, propositions que nous faisons, en termes de réduction du train de vie de l'État, pour alléger un certain nombre de charges à un certain niveau, y compris les charges que nous considérons inutiles. Et nous osons espérer que ce que nous avons découvert à travers cette publication a été réglé, sinon ça doit être réglé. À la limite, nous pouvons proposer que le président réduise le nombre de ses voyages et qu'il s'occupe des problèmes des jeunes, notamment lorsque ces problèmes sont liés à l'éducation. Et je crois qu'on ne peut pas tolérer, on ne peut pas être dans une situation aussi paradoxale, parler de lycée d'excellence et ensuite ne pas mettre les enfants dans les conditions qui leur permettent d'avoir de bien suivre les études et d'aller de l'avant. Ça, c'est le premier commentaire que nous voulions faire. Le deuxième commentaire que nous voulions faire, c'est relatif au Conseil des ministres qui a eu lieu tout dernièrement, le 3 novembre. Et nous avons eu le texte de ce Conseil des ministres. Nous en sommes préoccupés. Nous en sommes préoccupés pourquoi? Nous avons été surpris et nous déplorons qu'au cours de ce Conseil des ministres, on n'est pas inscrit à l'ordre du jour le problème, notamment de la jeunesse, à travers l'éradication des Koulouna et l'opération réalisée par la DGSP. Jésus. Oh, Jésus. Eh, 9 mois, maman. C'est robota. Maman. Oh, Jésus. Hey. Et nous en avons été surpris lorsque nous avons découvert sur les réseaux sociaux la note circulaire du ministre chargé du commerce qui interdisait l'importation des machettes, qui interdisait l'importation des motos. C'est bien. Mais le problème des Koulouna, ce n'est pas un problème qui touche principalement le ministère du Commerce. Parce qu'en termes d'armes blanches, vous en avez. Les ciseaux, les couteaux, les machettes, les haches. Donc, il faut résoudre fondamentalement ce problème. Et nous avions pensé qu'au regard de l'importance que nous attachons à la jeunesse, qui, selon le dernier recensement de la population, représente plus de 70% de la population, ce problème doit être examiné fondamentalement et structurellement pour qu'on y apporte les solutions appropriées et idoines. C'est pour ça
que nous aurions souhaité. Qu'il y ait même un conseil des ministres tout à fait spécial sur cette question, au cours duquel les départements, comme le département de la jeunesse, comme le département de l'intérieur et de la décentralisation, comme le département de la défense, comme le département de l'agriculture, à notre avis, devraient être associés pour regarder comment résoudre fondamentalement et structurellement le problème de la jeunesse. De nos jours, la délinquance juvénile est un problème préoccupant dans de nombreux pays. Les jeunes, attirés par l'excitation et le plaisir immédiat, sont de moins en moins enclins à faire des efforts. Pour atteindre leurs objectifs, ils choisissent souvent la voie de la facilité, ce qui les conduit à adopter des comportements peu honorables et à se livrer à la délinquance. Voici un exposé complet sur la délinquance juvénile, abordant ses causes, ses conséquences, les différentes formes de délinquance, ainsi que les mesures de prévention et de répression. Qu'est-ce que la délinquance juvénile ? La délinquance juvénile désigne un phénomène qui regroupe un ensemble de violations des normes juridiques et sociales, allant des infractions aux crimes graves, commis par des mineurs. Il s'agit des fautes et délits de toutes sortes commis par les jeunes à l'adolescence. Certains de ces jeunes délinquants sont des primo-délinquants, tandis que d'autres sont des récidivistes. La délinquance juvénile est considérée comme un phénomène social résultant de la civilisation actuelle. Les bandes de jeunes, inoffensives ou dangereux, constituent l'élément le plus important de la délinquance juvénile. Les causes de la délinquance juvénile. Cause sociale. La délinquance juvénile peut être influencée par des facteurs sociaux qui contribuent à la marginalisation et à l'exclusion sociale des jeunes. Les inégalités économiques peuvent limiter l'accès des jeunes à l'éducation et à l'emploi, les laissant sans perspective d'avenir. Lorsque les jeunes se sentent exclus de la société et qu'ils ne voient pas d'opportunité pour s'intégrer, certains peuvent se tourner vers la délinquance comme moyen de se faire entendre ou de trouver un statut social. Cause économique. Les difficultés économiques, le chômage et la pauvreté sont des facteurs qui contribuent à la délinquance juvénile. Les jeunes issus de milieux défavorisés peuvent être confrontés à des situations de privation et de manque, ce qui peut les pousser à commettre des actes délictueux pour subvenir à leurs besoins fondamentaux. Lorsqu'ils ont peu d'opportunités d'emploi légitimes ou de perspectives d'amélioration de leur situation économique, certains peuvent être tentés de s'engager dans des activités criminelles pour obtenir de l'argent ou des biens matériels. Cause de la démission des parents. L'absence de supervision et d'éducation adéquate de la part des parents est un facteur qui favorise la délinquance juvénile. Lorsque les parents ne jouent pas leur rôle dans l'éducation et la socialisation de leurs enfants, ces derniers peuvent être plus enclins à adopter des comportements délinquants. Les jeunes ont besoin de limites claires, d'amour, de soutien et d'exemples positifs de la part de leurs parents pour se développer de manière saine. Lorsque ces besoins ne sont pas satisfaits, les jeunes peuvent se tourner vers des groupes ou des pères délinquants qui leur offrent un sentiment d'appartenance et un modèle de comportement déviant. Si vous aimez, liker et partager pour permettre aux autres de profiter. Les formes de délinquance juvénile. Délinquance non violente. La délinquance non violente chez les jeunes implique généralement des actes qui nuisent à autrui ou à la société, mais sans recours à la violence physique directe. Les formes courantes de délinquance non violente comprennent vandalisme. Cela inclut la destruction délibérée ou la détérioration des biens publics ou privés, tels que les graffitis, les dégradations de bâtiments, ou les destructions de véhicules. Vol à l'étalage. Il s'agit du fait de voler des biens dans un magasin sans payer. Les jeunes peuvent être attirés par ce type de délit en raison de la facilité d'accès aux biens sans avoir à en assumer le coût. Cybercriminalité. Les jeunes délinquants peuvent se livrer à des activités criminelles en ligne, telles que le piratage informatique, le phishing, ou la diffusion de contenus illégaux, exploitant souvent leur connaissance des technologies pour commettre des délits. Délinquance violente. La délinquance juvénile violente implique des actes criminels qui comportent une menace directe pour la sécurité et l'intégrité physique d'autrui. Les formes de délinquance violente comprennent voies de fait. Les jeunes peuvent être impliqués dans des agressions physiques, allant des bagarres dans les écoles aux attaques plus graves contre des individus, souvent en raison de conflits personnels ou de pression sociale. Vol avec violence.
Il s'agit de vols qui impliquent l'utilisation de la force ou de menaces pour s'emparer des biens d'autrui. Les jeunes peuvent être amenés à recourir à la violence pour obtenir ce qu'ils veulent lors de ces délits. Homicide. Bien que plus rares, les homicides commis par des jeunes sont parmi les crimes les plus graves et tragiques. Ces actes peuvent résulter de divers facteurs tels que la colère, la vengeance, ou des troubles mentaux non traités. Conséquences de la délinquance juvénile. Conséquences sur le plan physiologique. La délinquance juvénile peut avoir des conséquences physiques pour les jeunes délinquants. Lorsqu'ils s'engagent dans des comportements délinquants, ils peuvent être exposés à des situations dangereuses qui augmentent le risque de blessures physiques. Les activités criminelles telles que les bagarres, les vols ou l'usage de drogue peuvent entraîner des blessures, des traumatismes et des problèmes de santé liés à la violence. Conséquences sur le plan social. Les jeunes délinquants peuvent faire face à des conséquences sociales importantes. Ils sont souvent stigmatisés et marginalisés par la société en raison de leurs actes délictueux. Cette stigmatisation peut entraîner une exclusion sociale, des préjugés et des discriminations, ce qui rend difficile leur réintégration dans la société. Les jeunes délinquants peuvent rencontrer des difficultés pour trouver un emploi, accéder à l'éducation ou se construire un avenir stable. Conséquences sur le plan familial. La délinquance juvénile peut avoir des conséquences significatives au sein de la famille du jeune délinquant. Les comportements délinquants d'un enfant peuvent entraîner des tensions, des conflits et des problèmes de communication au sein de la famille. Les parents peuvent se sentir dépassés, coupables ou impuissants face aux actes de leur enfant. Cela peut également affecter les relations entre les membres de la famille et créer un climat familial négatif. Quelles autres conséquences connaissez-vous? Dites-le nous en commentaire. Solutions pour lutter contre la délinquance juvénile. L'éducation et la sensibilisation des jeunes aux valeurs morales et sociales. Une éducation qui met l'accent sur les valeurs telles que le respect, l'empathie, la résolution pacifique des conflits et la responsabilité sociale. Des programmes de sensibilisation peuvent être mis en place pour les informer des conséquences de la délinquance et promouvoir des comportements positifs. L'accès à une éducation de qualité et à des opportunités d'emploi. Garantir un accès équitable à une éducation de qualité et à des opportunités d'emploi est essentiel pour prévenir la délinquance juvénile. Cela implique de réduire les inégalités économiques, de fournir des formations professionnelles et des programmes d'insertion professionnelle adaptés aux besoins des jeunes. Renforcement des liens familiaux et du soutien parental. Les parents jouent un rôle crucial dans la prévention de la délinquance juvénile. Il est important de fournir aux parents des ressources et des programmes qui renforcent leurs compétences parentales, favorisent la communication familiale positive et les aident à établir des limites claires pour leurs enfants. La réhabilitation. Les jeunes délinquants doivent bénéficier de programmes de réhabilitation adaptés à leurs besoins individuels. Cela peut inclure des programmes de counseling, des thérapies comportementales, l'acquisition de compétences sociales et émotionnelles, ainsi que la gestion de la colère et des conflits. Mesures répressives. Action ou une intervention visant à punir ou à sanctionner les jeunes délinquants pour leurs comportements répréhensibles ou leurs infractions. L'objectif des mesures répressives est de dissuader les individus de commettre de nouvelles infractions et de réaffirmer l'autorité de la loi. Les mesures répressives peuvent inclure un système judiciaire adapté aux mineurs, procédures judiciaires spécifiques pour les jeunes délinquants, mettant l'accent sur la réhabilitation plutôt que sur la punition, en tenant compte de leur âge et de leur développement. Des programmes de réhabilitation. Proposer des programmes de réhabilitation efficaces qui visent à traiter les causes profondes de la délinquance juvénile, tels que des services de conseil, des formations professionnelles, ou des thérapies comportementales. Une surveillance électronique. Dans certains cas, la surveillance électronique peut être utilisée comme alternative à la détention, permettant de contrôler les déplacements des jeunes délinquants et de les maintenir dans des environnements sûrs. Que retenir? La délinquance juvénile est un phénomène complexe qui peut être influencé par de nombreux facteurs, notamment le milieu familial, les difficultés sociales, l'éducation, et les influences extérieures. Les études ont montré que la famille joue un rôle crucial dans le développement des comportements délinquants chez les adolescents, et que des problèmes tels que la défaillance des parents, les conflits familiaux, et les rejets parentaux peuvent contribuer à ce phénomène.
Les études menées jusqu'à présent se sont principalement concentrées sur des contextes occidentaux, et il est nécessaire de mener davantage de recherches dans d'autres contextes socioculturels, tels que l'Afrique, pour mieux comprendre les facteurs spécifiques qui influencent la délinquance juvénile dans ces régions. En fin de compte, la prévention et le traitement de la délinquance juvénile nécessitent une approche holistique qui prend en compte les facteurs familiaux, sociaux et individuels. En comprenant mieux ces facteurs, il sera possible de développer des interventions efficaces pour réduire la délinquance juvénile et favoriser le développement positif des adolescents. Évidemment, je comprends la crainte des gouvernants, parce que dès qu'on évoque ces problèmes, il y aura nécessairement le problème des moyens financiers. Et dès que le problème des moyens financiers va se poser, évidemment, il y aura l'allusion faite aux 14 000 milliards dont on ne peut plus en parler. À un moment donné, ça me dit que c'était destiné aux générations futures. Maintenant que ça ne concerne même plus ces générations futures, on ne sait même plus où cet argent est parti. Aujourd'hui, tout le monde sait que nous avons faim. On a de l'argent derrière la maison, mais pourquoi ne pas aller le chercher? Qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui d'aller chercher cet argent-là pour nous soulager aujourd'hui? Mais les générations futures dont on parle, aujourd'hui vous avez un enfant de 10 ans qui doit aller à l'école. Mais vous, les parents, vous ne pouvez pas l'aider à aller à l'école. Vous voyez que c'est un enfant qui sera sacrifié? Que oui, au début des années 2010, l'État congolais a créé à la Banque centrale un compte pour les générations futures, un compte de réserve pour les générations futures, qui a été principalement alimenté par les excédents que nous avions enregistrés. C'est déjà en partie une des préoccupations qui nous amène à nous dire où va l'argent du Congo, où va l'argent du pétrole, etc. Donc, à notre avis, ce problème est un problème extrêmement sérieux qui doit même nous permettre de pouvoir revenir sur cet aspect qui a été évoqué par le président de la République le 28 novembre 2024, à savoir les différentiels des bourses, les 6 milliards pour les bourses, qui s'est dissipé chaque année sans jamais laisser de traces. On ne peut pas être silencieux devant ce genre de problème et ensuite ne pas résoudre fondamentalement les problèmes qui touchent la jeunesse. Ceux et celles qui sont derrière moi sont les enfants qui autrefois étaient appelés Kuluna, qui étaient partis à Kanyamakase, c'est pour une formation, qui l'ont parachevé et qui aujourd'hui reviennent à Kinshasa où ils ont trouvé leur affectation afin de s'adonner aux différents travaux que le service national a prévus dans cette ville de Kinshasa. Nous allons avoir 2 bataillons qui vont arriver, c'est-à-dire 1200 bâtisseurs qui arrivent à Kinshasa. L'avion vient de faire sa première rotation. Comme vous le savez, ils ont fait Kanyama, Kassese jusqu'à Moneditu par train avec le train du service national et de Moneditu à Mbujimayi par route, de Mbujimayi jusqu'ici par avion. Et donc d'ici mardi, l'ensemble des 2 bataillons pourra être sur place ici à Kinshasa. D'ici, ils vont dans leur cantonnement qui est encelé. Encelé d'ailleurs sur place, nous avons déjà préparé un grand atelier de menuiserie que vous allez découvrir et ils vont fabriquer des bancs sur instruction du président de la République, commandant suprême. Nous allons pouvoir équiper toutes nos écoles avec le banc fabriqué par ces jeunes gens. Et une deuxième partie qui a été formée en construction, parmi eux il y a des maçons, il y a des ferrailleurs, il y a des peintres, il y a des électriciens. Eh bien, d'ici quelques jours,
le commandant suprême, le président de la République, va lancer les travaux de la modernisation de la maternité de Kitambo, puis par après de l'hôpital de référence de Kitambo. Donc ils ont un très grand travail et après cela il y aura bien d'autres choses auxquelles ces enfants vont s'adonner. Ils sont devenus des bons citoyens. Il faut oublier, ce n'est pas ce qu'on pouvait appeler Kuluna. Il faut oublier avec ces termes. Ce sont des bons citoyens tels que vous voyez. Vous avez vu la différence aujourd'hui lorsqu'ils viennent d'arriver et lorsqu'ils partaient. Juste dans leur attitude, vous ne trouvez pas une différence? Ce sont vraiment des enfants qui ont subi une transformation et qui sont vraiment engagés à la reconstruction de leur pays dans la discipline. Alors, qu'est-ce que ça vous fait d'arriver à Kinshasa dans le cadre de votre... Vraiment, je suis vraiment ravi et c'est ma première fois d'être à Kinshasa. Et c'était à l'occasion du service national que je suis arrivé ici à Kinshasa. J'étais inutile dans la société et dans notre province, il y avait beaucoup de chômage à Kananga. On ne travaillait pas, mais l'État nous a récupérés pour nous donner du travail. Voici aujourd'hui, nous sommes affectés pour travailler. Nos sincères remerciements à notre président de la République et à notre général Kassongo Kabwiki de nous avoir bien encadrés. Parce que c'est grâce à notre président que nous sommes bien encadrés au centre de la formation. Vraiment, nous allons assurer à ceux-là qui vont nous voir, même en cours de route, même partout là où nous pouvons marcher, de ne plus avoir peur parce que nous avons déjà changé. Nous étions appelés les Kuluna, même pour le moment, nous sommes vraiment les bâtisseurs de la nation. Et c'est ya mukolo Jésus bota maka mizote ngalaka ya esengo ngana na ngwa mukolo alelo koko mona mutu lokola ngaboye na yebaka te un jour na okutana bakoza kosola bango mais grâce à président de la République na grâce à général Kassongo Kabwiki mama nakomi mutu a valeur akenda yekoli métier na ngai nde na aboye naza chauffeur opérateur seke nde na aboye so pesinga jipa moke motuka monene au tracteur, nous avons de calme. Et c'est ça que nous déplorons l'attitude du gouvernement et nous espérons qu'ils auront l'occasion d'y revenir et de faire un conseil des ministres spécial. Il ne faut pas que ça se passe comme lorsque le président fait la déclaration selon laquelle le ver est dans le fruit, il est effectivement dans le fruit, il nous faut le détruire. Ni le gouvernement, ni aucune autre institution n'a pris le relais. Et c'est véritablement dommage. Ça, c'est le premier aspect que nous abordons. Maintenant, quand nous avons feuilleté le document sur ce Conseil des ministres, nous avons été également préoccupés par cet aspect des mines. On parle de code minier, on veut évoluer, etc. Mais nous sommes préoccupés parce que quand on a lu ce document, le ministre, semble-t-il, d'État chargé des mines, a déclaré que notre pays dispose de ressources minières en abondance. Mais alors, où va l'argent des mines? Et quand je regarde, je jette un coup d'œil sur le budget de 2026 et que je vois qu'en termes de ressources minières, on a prévu 958 millions, même pas 1 milliard. Alors que sur les réseaux sociaux, nous découvrons beaucoup de dégâts qui sont causés à ce niveau-là. Et nous pensons que les dispositions devraient être prises. J'ose espérer que les dispositions vont être prises parce que nous avons vu comment on a saboté, je dis bien, qu'on a saboté notre environnement dans le district de Kélé.
Je crois que ça a été la même chose à Mokeko. Et qu'on vient nous dire qu'on a des ressources en abondance et l'argent va où? À environ 730 km de Brazzaville, capitale politique du Congo, en pleine cuvette ouest, se dresse la communauté urbaine de Kélé et ses environs, où plus de 16 000 habitants vivent. Ce district et ses alentours restent des endroits très reculés où il n'y a ni route bitumée, ni eau courante, ni électricité. Kélé a tout de même bénéficié à la faveur de la municipalisation accélérée de certains bâtiments administratifs, d'une centrale électrique non fonctionnelle et d'un château d'eau inachevé. Quant à l'ancien aérodrome, la nature a repris ses droits. Un paradoxe lorsque l'on connaît les richesses importantes se trouvant dans son sous-sol et dans sa forêt. Jadis, les habitants de cette zone exploitaient en faible quantité l'or des terres proches de leur village afin de subvenir à leurs besoins, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Nous ne sommes pas des travailleurs. Nous, on avait l'idée que non, on a notre matière qui est là. Bon, à chaque fois qu'on va travailler, on peut avoir un petit gramme pour, on va peser pour acheter les enfants de quoi il s'agit. Maintenant aujourd'hui, tout a été vendu. Comment nous parlons? Ils ont ce qu'on appelle la société et les propriétaires fonciers, ils sont en complicité. C'est-à-dire que celui qui a une partie de terre de la forêt avec ses rivets qui a quelques grammes, quelques d'or. Maintenant, il passe chez Agile pour dire que moi j'ai mon reçu là-bas, il faut me donner de l'argent. On vous déloge. C'est-à-dire quand vous êtes là, les Chinois viennent, même au moment où nous parlons, ils viennent. Ici, vous avez un creuseur, me dit, ils viennent. Parce qu'ils travaillent nuit et jour. Vous finissez à 16h ou 17h, vous revenez au village, ils sont là chroniquement de 6h à 6h, et quand ils viennent la nuit, ils cassent tout. À 34 km entre les villages de Lebaï et d'Akamou, un premier constat s'impose à nous. Les entreprises minières et forestières provoquent une importante déforestation. C'est un véritable boulevard d'arbres arrachés sauvagement et de terres retournées que nous découvrons en plein milieu de cette zone. C'est l'un des 5 sites exploités par ces sociétés chinoises et malaisiennes laissés à l'abandon. Un peu plus loin, les habitants du village de Toanzoko nous parlent aussi de la destruction de leur environnement qui serait la cause d'un envahissement sans précédent de moustiques. Les Chinois sont peut-être à combien de millimètres d'ici là. Si on aura des morts ici, qui supportera des morts là? Nous vivons mal. Nous vivons mal. Ici là, on ne pratique pas de moustiquaires. Mais si vous dormez ici là, aujourd'hui là, vous ne pouvez pas dormir. Ça crée des maladies, ça crée des moustiques partout, tout ça là. On peut essayer. En effet, ce second site se trouve à environ 3 km en passant par la forêt. Dès lors que nous atteignons ce site, le spectacle qui s'offre à nous est digne d'un film d'horreur. Je ne sais pas si au Congo il y a les défenseurs de la nature. Parce que ce qu'ils sont en train de faire ici, d'abord nous on n'a pas d'école. Voici un village comme ça là. Nous on n'a pas d'école, nous on n'a pas l'hôpital, nous on n'a pas l'eau. Voici l'eau là. Ça entoure le village. Les enfants se lavent. Les enfants traînent tout le long de cette rivière-là. Ils respectent vraiment la nature. On en a marre de tout ça là. Déjà, en avril 2018, l'Observatoire congolais des droits de l'homme, OCDH en sigle, tirait la sonnette d'alarme dans un rapport dans lequel il signalait ces cas d'exploitation. Ici, dans le district de Kélé, le mot propriétaire foncier n'existe pas. Les populations de Kélé sont maltraitées. Alors, ils travaillent ici, le bois on amène ici, regarde l'état de la route. Et l'autre côté, ils bénéficié, les populations ont bénéficié. Lorsqu'on avait signé la convention à Kélé là, cette convention on avait signé là, on avait dit que les Chinois vont donner, ils vont faire la lumière à Kélé, ils vont faire comme ça. La route. Rien n'est fait. Il n'y a pas d'hôpital. Rien n'est fait. Cahier de charge, rien n'est fait. Donc ils n'ont qu'à arrêter par là. C'est la question fondamentale. L'argent des ressources minières va où? Pour que dans le budget de l'année 2026, on ne fasse qu'une projection de 958 millions, même pas 1 milliard. Alors là, je dis au gouvernement, il y a un véritable problème. Et ça, je crois que nous continuons à réfléchir. Maintenant, le dernier aspect. Ce conseil des ministres a procédé à de nombreuses nominations. Ça arrive assez fréquemment.
Mais le problème, c'est quoi? C'est que les cadres qui sont nommés à ces hautes fonctions ne déclarent pas leur patrimoine. Mais c'est une obligation. Comment les gouvernants qui se sont battus pour nous dire au prix du sang de beaucoup de Congolais qu'il faut changer de constitution pour faire évoluer les institutions. Comment on découvre maintenant qu'ils sont pratiquement les premiers à violer cette constitution, à ne même pas respecter? Tout simplement pourquoi? Mais parce qu'ils veulent de l'enrichissement illicite. Au Congo, une coalition d'opposition annonce l'arrestation de 6 de ses cadres. La nouvelle intervient alors que de nouveaux affrontements ont opposé ce matin des groupes de jeunes aux forces de l'ordre à Brazzaville. La police est intervenue à coups de gaz lacrymogène. Ces tensions interviennent au lendemain de heurts meurtriers dans la capitale congolaise. Dernier bilan officiel, 4 morts au moins et une dizaine de blessés. La population manifeste contre le référendum de dimanche. Le scrutin devrait permettre au président Denis Sassou Nguesso de changer la constitution et de briller un troisième mandat. François Hollande lui a adressé quelques mots tout à l'heure. Il a appelé le président congolais à rassembler, respecter et apaiser. Dans son programme d'action gouvernementale, Anatole Koliné-Makossa avait déclaré que l'obligation de déclaration de patrimoine, que plus qu'un devoir de transparence, il s'agissait en fait d'un devoir de bonne gouvernance, de lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite. Mais d'où vient que depuis 2002, aucune déclaration de patrimoine n'a été faite conformément à la Constitution? Que se passe-t-il? Et on va là vers la fin du mandat. Et ça va faire pratiquement depuis 2002. Et aujourd'hui, on procède à des nominations, on installe. Nous avons déjà relevé que la Cour constitutionnelle n'était pas en conformité avec la loi. Nous avons déjà relevé que le Conseil supérieur de la liberté de communication n'était pas en conformité avec la loi. Nous avons déjà relevé que le premier président de la Cour suprême n'était pas en... Mais que veut-on en réalité? Nous comprenons que le changement de constitution ne visait prioritairement que le maintien du président Denis Sassou Nguesso au pouvoir. Mais il ne faut pas continuer à la violer. Et comment? Quelle est la constitution que ces gouvernants peuvent respecter? Et à notre avis, c'est véritablement dommage. Maintenant, le troisième point que nous allons évoquer, nous allons essayer d'aborder ce problème qui ne touche pas seulement le Congo, qui touche la plupart des pays africains en général, surtout les pays francophones. La question des élections, la question de la transparence et de la paix. Et on ne le dira pas assez. Les conflits en Afrique sont souvent nés le fait de l'organisation des élections truquées et tronquées. Et nous vous en avons donné la preuve. Grâce au président Oligui Nguema au Gabon, lorsqu'il a fait son coup d'État, on a réalisé quoi? Et on a réalisé qu'on a proclamé le président Ali Bongo élu alors qu'il était battu par le professeur Ndosa. Et quand on regarde les chiffres qu'on avait attribués à chacun de ces candidats, le président Bongo avait plus de 60% et le président Ndosa avait 30 et quelques %. Ça veut dire quoi? Ça veut dire bien que les systèmes d'organisation des élections sont à la disposition des pouvoirs en place et font tout pour le maintien, sinon la conservation du pouvoir à travers des enfants ou quoi. Mais c'est une vision qui est dépassée. Et aujourd'hui, nous vivons ce qui se passe au Cameroun, où il y a des voix qui s'élèvent pour dire qu'il y a un président qui a été nommé par les institutions, c'est-à-dire le Conseil constitutionnel, et un autre qui a été élu par le peuple, c'est Issa Chiroma Bakar. Est-ce que c'est normal? I do so swear. Maintenant au Congo, il faut qu'on en tire les leçons. N'oublions pas qu'au Congo, nous avons déjà Jean-Marie Michel Moukoko et André Okombi Salissa qui sont en prison. Et nous devons relever qu'ils n'ont jamais reconnu les résultats des élections de l'année 2016. Mais nous avons commencé également à être préoccupés au niveau du Congo. Pourquoi? Mais parce que le ministre de l'Intérieur a reconnu des partis qui ne sont pas en conformité avec la loi.
Ce qui nous a fait apparaître clairement que, évidemment, dans nos pays, il est difficile que les résultats proclamés soient les résultats issus des urnes. Aujourd'hui, le Cameroun en donne un exemple très fort. Mais en plus, qu'est-ce que nous avons constaté? Mais l'affaire de la révision des listes électorales, non seulement ne permet pas d'avoir la maîtrise du corps électoral, elle ne permet pas d'élaborer des listes électorales fiables, mais en plus, nous savons, et c'est ressorti à Madingu, mais qu'il fallait absolument que l'on s'emploie pour aller à un recensement administratif spécial. Chose qui n'aurait pas dû poser de problème puisque les attributions du ministère de l'Intérieur attribuent à ces ministères l'organisation et l'exécution d'un recensement administratif chaque année, ce qui ne se fait pas. Et en plus, s'agissant du Congo, nous tenons à le relever, nous le releverons chaque fois que nous le pourrons. Le Parti congolais du travail n'est pas en conformité avec la loi. Le président de la République n'est pas en conformité avec la loi. Et les Congolais s'interrogent. Comment ça va se passer au niveau du Congo? On voit à travers l'Afrique ce qui se passe. Beaucoup d'opposants sont recalés pour être candidats aux différentes élections présidentielles, ce qui n'est pas du tout normal. Beaucoup d'opposants sont emprisonnés. En fait, on prend des dispositions pour mettre à l'écart tous ceux qu'on juge gênants pour le pouvoir. Il y a assez souvent, puisqu'ici au Congo, je reçois souvent des informations comme quoi des complots étaient préparés ou sont préparés contre nous autres, notamment nous qui sommes responsables au RFC. Et en ce qui me concerne, à un moment donné, on m'en avait fait état de ce qu'on devait déposer des armes et tout ça pour venir m'arrêter. Mais je comprends rien dans les armes. Donc, c'est fausse route. Faites un autre complot, mais pas celui-là. Celui-là aura échoué lamentablement. Donc, nous tenons à relever qu'en ce qui concerne l'Afrique, et particulièrement le Congo, il faut accorder une attention toute particulière à ça, parce qu'on se rend compte que les systèmes d'organisation des élections en Afrique sont à la solde des différents pouvoirs qui ne veulent pas quitter le pouvoir et qui veulent rester indéfiniment à cela. L'aspect qui vient après concerne les retraités. On dirait le calvaire des retraités du Congo. Au Congo, généralement, on s'amuse à les appeler les maltraités, sinon les serpents sans venin, parce qu'on estime qu'ils n'ont aucune capacité de résistance et qu'ils ne peuvent pas manifester. Ils sont fatigués, etc. Et pourtant, c'est des gens qui ont cotisé leur argent pendant leur année de travail. Et quand ils sont pendant la retraite, ils devraient pouvoir en bénéficier. Au Congo, ce n'est pas le cas. Et aujourd'hui, nous allons vous rappeler la situation des retraités au Congo. Actuellement, ils ont pratiquement 41 mois d'arriéré de pension, c'est-à-dire 3 ans et 5 mois, ce qui est très lourd. Ensuite, depuis 2017, ils touchent leur pension à la valeur du point d'indice 160 au lieu de la toucher à la valeur d'indice 300. Donc, en fait, ils touchent pratiquement la moitié de ce qu'ils devraient toucher. Et beaucoup d'entre eux ont des arrérages et on ne sait pas à quel moment les choses devraient pouvoir rentrer dans l'ordre. Mais on se bat pour que ne serait-ce que pour 2026, mais qu'on puisse les payer à la valeur du point d'indice 300 et que la pension soit payée de façon concomitante avec les fonctionnaires. Parce que les fonctionnaires qui sont plus jeunes, et là aussi, c'est une violation de la loi, ils touchent régulièrement leur salaire et les pensions ne sont pas payées régulièrement. Elles sont minorées, elles ne sont pas payées régulièrement. Ce qui fait que les retraités vivent un véritable calvaire. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé, j'ai ça dans mes documents là, les retraités ont sorti une déclaration. Dans cette déclaration, ils ont tenu à relever un certain nombre de choses. La première chose qu'ils ont relevée, c'est le mépris des gouvernants pour les retraités au Congo, et c'est véritablement dommage. La deuxième chose qu'ils ont relevée, c'est le manque de respect des engagements pris par les gouvernants. Et à ce titre, ils ont tenu à rappeler que le Premier ministre avait déjà pris l'engagement qu'à partir de 2024, il ne devait plus avoir des arrières. Malheureusement, il y a des arrières. La troisième chose, il semble qu'ils ont été associés à faire un travail d'évaluation. Il y a un rapport d'évaluation qui a été mis au point et depuis, ils ne sont plus reçus par les gouvernants. Ils se demandent qu'est-ce qui se passe et ils devraient. Maintenant, aujourd'hui, à la date d'aujourd'hui, hormis les arriérés antérieurs, qui je pense pas me tromper,
sont de l'ordre de 39 mois d'arriéré, ben, on leur doit 2 mois d'arriéré au titre de l'année 2024 et présentement, on leur doit 3 mois. Le mois d'août, le mois de septembre et le mois d'octobre. Et nous sommes pratiquement au 8. Il y a de fortes chances à parler. Maintenant, qu'est-ce qu'on attend? On a le sentiment qu'on a choisi d'éliminer physiquement les retraités par ce mode utilisé par les gouvernants. Et ce n'est pas du tout très intéressant. Et je crois que les syndicalistes ont fait une déclaration pour rappeler tout ce que je venais de vous dire. Et ils ont dit que si, d'ici, sous huitaine, puisque la déclaration a été signée la semaine dernière, il dit sous huitaine, si on ne leur paye pas 5 mois d'arriéré de pension, évidemment, ils vont lancer un sit-in. Logiquement, le sit-in ne devrait pas poser de problème, puisque l'article 27 de la Constitution garantit la liberté de manifestation. Et là, ils sont en droit de manifester, puisqu'ils réclament un droit, ce qui leur revient de droit. Ce que nous osons espérer, c'est que le sitting soit encadré par la force publique. Généralement, la force publique vient pour disperser. Non, la mission de la force publique, c'est de garantir la sécurité au niveau du sitting et de permettre l'expression des voix qui s'élèvent. Évidemment, les gouvernants veulent à chaque fois étouffer ce genre de manifestation pour qu'on dise à l'extérieur, au Congo, ça ne bouge pas, c'est toujours calme. Donc, il est bon, certainement, que le pouvoir en place puisse continuer. C'est le cas. Non, le Congo va mal, très mal. Et en la matière, il faut que nous regardions. Donc, nous sommes de cœur avec les syndicalistes. Moi-même, je suis retraité, donc je suis dans un syndicat. Et je souhaite que cette manifestation aille, que nos syndicalistes ne soient plus attaqués comme d'habitude, parce que souvent on dit que lorsqu'ils lancent ce genre d'activités, après, dit-on que pour certains, ils sont contactés, je sais pas moi, il y a des soupçons, mais je leur fais confiance et je souhaite que l'activité puisse être organisée et que les Congolais et les retraités puissent se mettre debout pour revendiquer un droit. Nous voulons toucher notre pension. Et nous, les retraités, nous en avons assez de ce que l'on nous plonge dans la misère et dans la souffrance et on protège les responsables des scandales, crimes économiques et financiers. Ce n'est pas du tout normal. Et il faut que justice soit faite. Maintenant, après, nous allons passer à la dernière information que vous connaissez suffisamment. La dernière information, évidemment, c'est ces accords signés entre le Congo et le Rwanda, pour lesquels, depuis longtemps, les Congolais, tant de l'intérieur que de l'extérieur, se sont mis debout pour dire non à la vente de nos terres, non à la cession de nos terres, sous quelque forme que ce soit, oui à l'annulation pure et simple de ces accords. Donc voilà, en ce qui concerne les informations. Maintenant, pour rentrer dans la thématique, je vous l'ai déjà annoncé, vous savez bien que le 7 octobre, il y a eu un conseil des ministres qui, entre autres, s'est penché sur les aspects budgétaires, notamment la loi de finances rectificative pour l'année 2025, notamment la loi de règlement définitif pour l'année 2024 et la loi portant projet de loi de finances pour l'année 2026. Et nous avons assez souvent pensé qu'on allait revenir sur ces questions. Maintenant, beaucoup de choses ont été dites. Le 15 octobre, le Parlement a ouvert sa session budgétaire. Et je pense qu'il faut qu'on précise que c'est la dernière du mandat du président Sassou Nguesso, mandat qui a commencé le 16 avril 2021 et qui devrait se terminer le 16 avril 2026. Donc, c'est l'occasion pratiquement de faire l'évaluation de tout ce qui a été fait, mais ça ne sera pas ce que nous allons faire aujourd'hui. Nous osons espérer que dans le message sur l'état de la nation qui sera fait, je suppose, le 28 novembre 2025, tous ces aspects seront abordés. Le premier témoignage à la matière est celui du ministre des Finances, du budget, du portefeuille public, Christian Yoka, qui a déclaré à Pointe-Noire, je crois que c'était devant les douaniers, ce qui suit. Notre pays traverse une réelle situation de crise. Payer les salaires tous les mois relève d'une véritable acrobatie. Notre pays traverse réelle situation de crise.
Payer des salaires tous les mois relève d'une véritable acrobatie. C'est un vrai casse-tête. Faire face à nos obligations internationales tous les mois, c'est un vrai casse-tête. Financer notre avenir, c'est un vrai casse-tête. J'insiste, notre avenir, l'avenir de nos enfants. C'est un casse-tête qui ne peut se résoudre que par une prise de conscience. C'est un vrai casse-tête. Financer notre avenir, c'est un vrai casse-tête. Financer l'avenir de nos enfants, c'est un véritable casse-tête. Lorsque vous avez suivi cela du ministre des Finances, à chacun de nous d'avoir son interprétation, ça veut dire tout simplement que le pays va mal, très mal. On ne sait pas comment en sortir. Et aujourd'hui, les Congolais vivent la situation. L'autre témoignage que j'ai tenu à apporter, j'ai suivi quelques séquences de la quinzaine du gouvernement, de la dernière quinzaine du gouvernement du ministre, porte-parole du gouvernement Thierry Mungala. Et il y a une journaliste qui lui a posé une question sur la redevance audiovisuelle. Et je vous assure que la réponse du ministre Thierry Mungala m'a donné la chair de poule. Je me suis demandé qu'est-ce qui s'est passé réellement. Mais enfin, je vais d'abord lire un peu cette déclaration puisque je l'ai transcrite et après je vais en faire un commentaire. Le ministre Thierry Mungala a dit ceci, s'agissant de cette redevance. Il dit, personnellement, je suis à ce stade pour la suppression de la redevance audiovisuelle puisqu'elle est collectée pour rien. Elle est collectée pour rien. Et elle ne va pas chez son destinataire ou ses bénéficiaires, que sont les médias publics. Autant mieux la supprimer. Puisque là, elle remplit certainement quelques poches inappropriées, mais qui ne sont pas celles des médias publics. Radio Congo, Télé Congo, TDC et tous ceux qui sont concernés. J'ai trouvé cette déclaration extrêmement malheureuse. C'est-à-dire qu'un ministre, membre du gouvernement, vient révéler à l'opinion nationale et internationale qu'il y a une redevance qui devait être collectée pour régler un certain nombre de problèmes précis. Mais elle va entre des mains inappropriées et on constate l'impuissance des gouvernants, l'impuissance du gouvernement à régler ce problème. Et quand il finit par dire qu'il est mieux de la supprimer, j'en suis véritablement triste. Je me dis, où sommes-nous? Mais il répond à une question fondamentale. C'est qu'une redevance qui a été fixée pour résoudre un certain nombre de problèmes liés à l'audiovisuel, mais ça profite à l'enrichissement illicite certainement d'une petite minorité. Et il disait, si j'ai bien compris, ça dure depuis 12 ou 15 ans. Est-ce que c'est normal? Est-ce que le Congo est un pays encore normal? Et quand je parle de ça, je ne pensais à ce que le président de la République a déclaré le 28 novembre 2024. Ben, lorsqu'il a parlé des 9 milliards qui étaient exigés chaque année pour payer les bourses, alors qu'il n'en fallait que 3. Et il a révélé que le différentiel de 6 milliards se dissipait chaque année sans jamais laisser de traces. Et c'est resté un silence. Lorsque les voix se sont élevées pour dire qu'il fallait établir les responsabilités, évidemment, le Premier ministre Anatole Colinet Makosso, le ministre porte-parole du gouvernement, ils ont parlé d'une enquête administrative. Et on n'en parle plus. Le vol est autorisé. Ce qu'il faut retenir au moment où on discute du budget de l'année 2026, c'est qu'au Congo, dans la gouvernance des gouvernants congolais, le vol est quelque chose d'autorisé. On peut voler, on peut détourner, on peut faire tout ce qu'on fait. Donc même les gouvernants eux-mêmes, ils sont impuissants, incapables de régler. Comment voulez-vous que l'on avance et que l'on puisse aller de l'avant? Bref, mais après avoir essayé de faire ces quelques rappels, nous tenons à dire quelque chose de simple. Au moment où on parle de
du débat sur le budget de l'année 2026, il faut dire que les Congolais, dans leur grande majorité, sont plongés dans la misère et dans la souffrance. Et lorsqu'on essaie de présenter le budget, qu'est-ce qu'on découvre? On découvre une décroissance terrible au niveau des recettes. Je vous ai dit qu'en 2024, elles étaient évaluées à près de 2505 milliards. En 2025, elles sont tombées à 2550 milliards. C'est vrai que c'est un taux très modéré encore de 2%, mais c'est une baisse. Et en 2026, elles vont baisser à 2501 milliards. Où allons-nous? Mais pendant ce temps, si je regarde mes notes, les dépenses sont passées de 2069 milliards en 2024 à 2198 milliards en 2025, c'est-à-dire une croissance de 6%. Et elle continue à croître à 2267 milliards en 2027, une croissance de 3%. Mais vous voyez bien qu'on ne peut pas continuer à suivre cette évolution. À mon avis, c'est dommage. Il faut véritablement regarder les choses. Maintenant, quand on regarde un certain nombre de données liées à ce budget tel qu'il a été présenté par le ministre des Finances, on projette une croissance de 3,6%. Que représente la croissance au Congo? Qui en profite? Puisque les Congolais s'enfoncent tous les jours dans une misère et dans une souffrance à la fois intolérable et inacceptable. Évidemment, c'est une petite minorité qui en profite, qui en joue. Et nous allons essayer de vous en donner quelques informations. Lorsqu'on vous dit que le Premier ministre congolais gagnerait 25 millions de francs CFA, lorsqu'on dit que le ministre d'État gagnerait 15 millions de francs CFA, lorsqu'on dit que le ministre gagnerait 10 millions de francs CFA, et lorsqu'on regarde que le salaire minimum de la fonction publique est de 90 000 francs, que le SMIC, le salaire minimum interprofessionnel garanti, est de 70 400 francs, ben on comprend aisément qu'au Congo, il y a un problème de très mauvaise répartition de la richesse nationale, accaparement de la richesse nationale par une petite minorité qui vit dans l'arrogance et dans l'opulence, alors que la grande majorité des Congolais vivent vraiment dans la misère. Et je crois que c'est l'un des aspects qu'il faut retenir, parce qu'il est dommage qu'au moment où on a ces débats, tant au niveau du gouvernement qu'au niveau de l'Assemblée, au niveau du Parlement, on n'a pas de débat profond sur ces questions qui devraient, parce que si vous gagnez 70 000 francs, 70 400 francs par mois, le SMIC, ça vous amène à dépenser combien? 2 000 francs par jour, 2 500 francs par jour. Et vous faites quoi? Le transport, le logement, la santé. Non, c'est des choses au niveau de la répartition de la richesse nationale qu'il faut regarder correctement. Ensuite, l'autre information qui est donnée, c'est que cette fois-ci, il semblerait que le taux d'inflation est estimé à 3%, correspondant à la norme communautaire. Mais est-ce que ça correspond avec la réalité du panier de la ménagère? Est-ce que ça correspond avec le pouvoir d'achat qui est actuellement en continuelle baisse et qui ne permet pas aux Congolais moyens de joindre les deux bouts du mois? C'est une situation. Et quand on regarde les recettes, on a un petit sourire de découvrir que les recettes fiscales seraient de l'ordre de 1255 milliards, c'est-à-dire qu'elles seraient de près de 50,2%. Les recettes pétrolières, elles seraient de pratiquement 966 milliards de francs CFA, autour de 38,6%. Donc, on a le sentiment que les autres recettes commencent à être supérieures aux recettes pétrolières. Les recettes gazières seraient autour de 81 milliards. Mais, les recettes forestières sont faibles, 14,1 milliards. Les recettes minières, c'est le scandale, 958 millions, même pas 1 milliard. Les recettes de portefeuille seraient, je crois, autour de 32 milliards. Et les recettes des autres services à 26 milliards. On s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Maintenant, si on jette un coup d'œil sur les charges de la dépense, elles ont été estimées à 193 milliards. Le personnel, ça reste un peu fixe, à 435 milliards. Mais, au niveau des transferts, il y a une ligne qui nous interpelle. Les élections, c'est 30 milliards.
Mais il faut qu'on change d'habitude parce que les élections méritent la réalisation d'un audit chaque année. Après chaque élection, il faut qu'un audit, parce qu'il s'agit de l'argent du contribuable, et il faut. Maintenant, l'investissement est estimé pratiquement à 558 milliards, etc. Et c'est une situation qui mérite une attention. Mais, par rapport à la baisse que nous avons constatée, nous avons essayé de faire une étude comparative avec quelques autres pays, et nous aurons l'occasion de publier sur les réseaux sociaux le tableau que nous avons fait, parce qu'il concerne, et je vais vous expliquer pourquoi, ça concerne les années 2010 et 2026. Pourquoi 2010? Parce qu'en 2010, le Congo s'est vanté d'être le pays qui avait le budget le plus élevé des pays francophones hors la France. Et notre budget était de près de 2814 milliards en 2010. Comparativement aux autres pays, le budget de la Côte d'Ivoire était de 2627 milliards. Celui du Bénin était de 1346 milliards. Celui du Sénégal était de 1882 milliards. Et celui du Gabon était de 2096 milliards. En 2010, je dis bien. Et celui du Burkina Faso était de 891 milliards, inférieur à 1000 milliards. Essayons de regarder la situation en 2026. Alors en 2026, le Bénin aura multiplié son budget pratiquement de 2,81 et le budget du Bénin en 2026 sera de 3784 milliards. Celui du Burkina Faso, qui avait un budget en 2010 de 891 milliards, le Burkina Faso a un budget de 3431 milliards. Ça a plus que triplé. Ça a même quadruplé. La Côte d'Ivoire, qui avait un budget de 2627 milliards, a un budget projeté en 2026 de 17 350 milliards de francs CFA. Quel bond! Pratiquement multiplié, je dirais par 6,60, mais en fait, on peut simplifier en disant multiplié pratiquement par 7. Le Sénégal, qui avait un budget de 1882 milliards, a un budget maintenant projeté de 7434 milliards, c'est-à-dire qu'il aura été multiplié par 4. Le Gabon, qui avait un budget de 2096 milliards, aura un budget de 7233 milliards, multiplié pratiquement par 3,45. Et le Congo, véritable scandale, qui avait un budget en 2010 de 2814 milliards, aura en 2026 un budget de 2501 milliards. Le dernier, c'est-à-dire une régression de 11%. Et c'est pour ça que nous posons la question. Où va notre argent? Qu'est-ce qui se passe structurellement et fondamentalement dans la situation du Congo? Et vous voyez, quand vous regardez l'écart, et je vous redonne les chiffres, la Côte d'Ivoire avait un budget de 2627 milliards en 2010. Et le budget de la Côte d'Ivoire projeté en 2026 est de 17 350 milliards. Le Congo, qui avait un budget de 2814 milliards, supérieur à celui de la Côte d'Ivoire, se retrouve avec un budget projeté en 2026 de 2501 milliards, en régression de 11%. Mais vous voyez bien que le Congo va mal. Le Congo va mal, très mal. Et comment justifier 15 ans après, 15 ans, 16 ans après, que nous nous retrouvons à ce niveau? Mais il ne faut pas s'en cacher. Il ne faut pas s'en cacher. C'est la mauvaise gouvernance. Et je vais vous donner une indication sur laquelle je vais revenir tout à l'heure. Et dans le même temps, écoutez bien, le ministre béninois gagnerait, d'après l'enquête qui a été faite par le journaliste économiste Alphonse Ndongo, le ministre béninois gagnerait 1 700 000, le ministre du Burkinabé gagnerait 1 200 000, le ministre ivoirien gagnerait 5 millions, le ministre sénégalais gagnerait 3 800 000, le ministre gabonais gagnerait 4 900 000 et le ministre congolais gagnerait 10 millions. Quel paradoxe! Quel paradoxe!
La Côte d'Ivoire, qui a pratiquement fait multiplier son budget par 7, le salaire du ministre est de 5 millions. Et le Congo qui n'a fait que régresser. Et après, quand nous verrons sous d'autres aspects, ben, c'est pratiquement les mêmes qui sont dans les scandales, les crimes économiques et financiers, etc. On ne comprend pas qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui justifie? Comment les gouvernants peuvent justifier que le ministre congolais gagne 10 millions au-dessus de tout ce que les autres gagnent? Et à notre avis, c'est véritablement un problème. Et il faut suivre la situation de très près. Comment on avance? Comment on avance? Là, les gouvernants, la preuve. Dans tous les cas, qu'ils ne s'inquiètent pas, parce que nous mettrons ça sur les réseaux sociaux et les Congolais auront le loisir de regarder et de regarder la régression. Après, on viendra nous parler de la résilience. Et ça fait rebondir fondamentalement la question. Où va l'argent du Congo? Mais ça va entre les mains des gens. Comme le ministre Thierry Mongala a dit, ça va vers des mains inappropriées. Et il n'y a pas de compte, etc. C'est l'enrichissement illicite. On appauvrit l'État pour essayer. Donc voilà, concrètement, etc. Maintenant, pour avancer dans notre débat, nous nous sommes penchés sur un aspect. C'est celui des objectifs. Quand on regarde ce budget, la question essentielle qu'on se pose, puisque ce budget est censé traduire la politique économique, mais même pas seulement économique, la politique du pouvoir de Denis Sassou Nguesso, qui semble-t-il fait appliquer ce qu'on appelle ensemble poursuivant la marche. Mais la marche vers où? Puisqu'on ne peut pas aller vers le développement et tolérer les détournements de fonds, tolérer la mauvaise gouvernance, tolérer le manque de transparence, etc. Et la question essentielle, est-ce que le budget 2026 prend suffisamment en charge des éléments de la misère et de la souffrance des Congolais pour essayer de les sortir de là? C'est là, à travers les objectifs. Mais nous n'avons pas vu transparaître ça à partir des objectifs de ce budget de 2026. À travers ces objectifs, qu'est-ce que nous avons vu apparaître? Améliorer la mobilisation des recettes, c'est tout à fait normal. Mais moi, je ne suis pas pour la suppression de l'IRPP et le remplacement parce qu'on fait toujours peser sur le contribuable la pression fiscale et ce n'est pas du tout intéressant. Moi, j'aurais souhaité qu'on trouve d'autres niches et tout à l'heure, vous allez voir qu'on peut les trouver. Deuxième aspect, rationalisation de la dépense publique. Mais ce problème de la qualité de la dépense au Congo se pose depuis de nombreuses années. Je vais vous prendre un petit exemple. Lorsque on a fait les projections pour le coût estimatif de l'université Denis Sassou Nguesso, c'était estimé à 241 milliards. Et quand les Congolais ont découvert que la deuxième université de Dakar, construite sous le président Macky Sall, avait coûté autour de 65 milliards, on a dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Comment l'université au Sénégal coûte 65 milliards et au Congo, c'est 200? Mais ça veut dire, c'est toujours, c'est ce problème des mains inappropriées, selon nous, qui apparaissent et il faut qu'on nous démontre le contraire. C'est l'aspect de la mauvaise qualité de la dépense. Et il semble que ces éléments de la dépense font souvent apparaître l'aspect de l'enrichissement illicite, des surcoûts, etc. Mais il faut qu'on en ait la maîtrise. Troisième aspect, il faut la gestion de la dette publique. Cette dette qui avait été ramenée à 1565 milliards en 2010, près de 25,7 du produit intérieur brut, alors que la norme de la CEMAC est inférieure ou égale à 70%. Figurez-vous qu'à fin juin, cette dette est de 8 450 milliards. Qu'est-ce qu'on a fait pendant qu'on avait des excédents budgétaires? Et aujourd'hui, on nous dit qu'on est dans la souffrance parce qu'il faut prendre la dette. Mais établissons les responsabilités, puisqu'à un moment donné, le Fonds monétaire a fait apparaître que nous avions caché une partie importante de notre dette et que nous avons déclaré que notre dette était à près de 77% de notre produit intérieur brut, alors que selon le Fonds monétaire, ça se situait autour de 117-120%. Regardons, aucune responsabilité n'est établie. Au Sénégal, vous avez suivi que ça pose des problèmes et que le président Macky Sall est en train de mobiliser un certain nombre de ses cabinets d'avocats pour assurer sa défense, puisqu'il semble qu'on semble l'accuser dans cette affaire
dettes cachées au Congo. C'est silencieux, il n'y a rien, tout va bien, dans le meilleur des mondes, et on continue. L'autre aspect, on dit renforcer la résilience de l'économie. Mais l'économie a un problème. Il faut que nous sortons de la dépendance du pétrole, que nous allions à la diversification économique. On en parle depuis longtemps. Et je rappelle aux jeunes générations que le plan quinquennal 82-86 avait entre autres pour objectif la mise en place d'un puissant secteur hors pétrole depuis 86. C'est vrai qu'il y a eu l'internet du président Lissouba, mais depuis 86 jusqu'à aujourd'hui, le président Sassou n'a pas pu être en mesure de résoudre fondamentalement et radicalement ce problème. C'est un des aspects faibles de son bilan. Dit domicilier les revenus au trésor, les ressources au trésor. Ce débat a eu lieu, le Goethe, le culte, etc. Mais c'est au trésor qu'on doit centraliser nos ressources. Et il faut, à notre avis, mais qu'on fasse l'audit de ce GUT qui est, dit-on, logé à la banque postale. Il y a eu trop de débats là-dessus, etc. Maintenant, quand j'ai lu un certain nombre de documents relatifs à ce budget et que j'ai vu ce qui était prévu en termes d'objectifs, j'en étais malheureux. Je me suis rendu compte qu'on ne prenait pas en ligne de compte la lutte contre la misère et la souffrance des Congolais. On ne prenait pas en ligne de compte un certain nombre de choses. Ce qui apparaît clairement, c'est qu'on a besoin d'argent, de beaucoup d'argent. Et la question, c'est où le trouver. Et en ces termes, nous avons toujours fait un certain nombre de propositions. On dit, l'opposition radicale ne fait pas des propositions. Mais quand on les fait, ils ne veulent pas les appliquer. La première proposition, la réduction du train de vie de l'État. Quand du point de vue des conditions de rémunération des gouvernements, responsables des institutions et autres, que du point de vue des effectifs, tant du gouvernement que des autres structures, des autres institutions. On en parle depuis des années. Depuis que le Congo est véritablement en crise, on fait appel aux États généraux. On demande qu'on fasse la réduction du train de vie. Il n'en est pas du tout question. Et dans le même créneau, il faut supprimer des structures inutiles, parce qu'il y en a beaucoup. Il faut revenir à la remise en cause de ce que nous avons mis en place avec le changement de constitution, c'est-à-dire supprimer le Conseil constitutionnel. Il ne faut pas que nous cherchions à vivre au-dessus des moyens que nous n'en avons pas pour faire souffrir un certain nombre de compatriotes et un certain nombre d'autres choses. Et en la matière, puisque les dirigeants actuels ont du mal à parler de la réduction du train de vie de l'État, j'ai fait un autre tableau. Il vous sera également présenté, mais je vous le commente déjà. Ce tableau s'intitule « Comparaison des salaires des gouvernants congolais avec ceux des dirigeants de quelques pays du monde ». Et quand je parle de quelques pays du monde, ben on a pris les grands pays, comme les États-Unis, comme l'Allemagne, comme la France, etc. Et quand on regarde ce tableau que vous découvrirez sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que vous découvrez? D'après les informations en notre possession, le Premier ministre congolais gagnerait 25 millions par mois. Ce qui fait qu'en un an, il gagne 300 millions. En euros, c'est l'équivalent à peu près de 457 317 euros. Largement au-dessus de ce que gagne le président américain. Écoutez bien, largement au-dessus de ce que gagne le président américain. Première puissance économique du monde. Le président américain gagne 386 000 euros par an, ce qui correspond à peu près à 253 216 000 francs. Et c'est un salaire de 21 101 000 francs, largement inférieur au salaire du Premier ministre congolais qui est de 25 millions. Les gouvernants congolais sont audacieux, véritable audace. Qu'est-ce qui peut justifier ça? Et je continue. Quand vous prenez le chancelier allemand, il gagnerait 350 000 euros annuels, ce qui fait à peu près l'équivalent de 229 600 000 francs, et ça correspond à 19 133 000 francs le mois, largement inférieur au salaire du Premier ministre congolais, l'Allemagne. Et quand vous venez au 4e rang,
nous avons placé le salaire du ministre d'État congolais, qui est de 15 millions par mois, ce qui correspond à 274 390 €, 180 millions de francs CFA, et le salaire mensuel d'un ministre d'État est de 15 millions. 166 fois le salaire minimum de la fonction publique congolaise, qui est de 90 000 francs. Et le ministre d'État congolais gagne plus que le premier ministre japonais, qui en un an gagne 334 000 €, soit 153 504 000 francs CFA, et par mois, il gagne 12 792 000 francs. Le premier ministre japonais gagne 12 792 000 francs, et le ministre d'État congolais gagnerait 15 millions de francs. Et nous continuons. Le ministre simple congolais gagne 10 millions, 120 millions par an, l'équivalent de 182 926 €. Largement au-dessus, sinon légèrement au-dessus du salaire du président français, qui lui gagne 182 048 €, soit l'équivalent de 119 392 000 francs l'année, et le mois 9 949 000 francs. Le ministre délégué congolais gagnerait 7 millions de francs par mois, 84 millions l'année, soit l'équivalent de 128 048 €. Le président de la Fédération de Russie gagnerait 94 800 € par an, l'équivalent de 62 189 000 francs, soit 5 182 000 francs par mois. Au Sénégal, le président sénégalais gagnerait 4 800 000 francs par mois, ce qui lui ferait 57 600 000 francs l'année, soit l'équivalent de 87 805 €. Le président indien, écoutez le scandale, le président indien, lui, gagnerait 21 890 € par an, c'est l'équivalent de 14 360 000 par mois, c'est 1 197 000 francs. Et nous terminons par le président chinois, qui gagne l'année 19 000 €, soit l'équivalent de 12 464 000 francs, et le mois 1 039 000 francs. Mais qu'est-ce qui justifie? Et quand on parle de réduction du train de vie de l'État, les gouvernants congolais ne veulent pas réduire le train de vie, ne serait-ce que par solidarité. Mais qu'est-ce qui justifie? Je ne connais pas le salaire du président congolais. Je suppose que comme le premier ministre gagne 25 millions, que lui gagnerait plus de ça, ça veut dire qu'il est dans les salaires des dirigeants du monde. Parce qu'au-dessus de ça, il y a le premier ministre de Singapour, il y a la présidente de la Fédération de la Suisse, mais c'est déjà très... Mais qu'est-ce qui justifie ça? Est-ce qu'ils se sentent dans leur peau lorsqu'ils se rendent compte que le ministre délégué au Congo gagne un salaire supérieur à celui du président Poutine, le président de la Fédération de Russie? Mais nous sommes suffisamment audacieux. Et pendant ce temps, il faut le dire, le salaire minimum de la fonction publique est de 90 000. Le salaire minimum interprofessionnel garanti est de 70 400. Est-ce qu'on est sérieux? Et quand on dit, réduisons les trains de vie de l'État pour que les enfants, par exemple, des lycées d'excellence d'Oyo et de Dolisie ne souffrent pas des moyens financiers, réduisons ceci, ne serait-ce que par solidarité? Non, ils sont là, ils ont leur salaire. Et c'est la même chose, je crois que ça doit être la même chose dans toutes les institutions, etc. Donc ils sont vraiment... Et vous comprenez pourquoi? Les Congolais doivent comprendre. Pourquoi lorsqu'on parle du changement de constitution, lorsqu'on parle de la candidature à la présidence, mais tout le monde se bat pour que le président Sassou continue à être candidat, qu'il continue à être président, mais qu'il renoncerait à ce genre de salaire. Chacun de nous qui serait à ce plan-là se battrait, mais c'est de l'égoïsme.
Il faut privilégier l'intérêt général. Et en ce qui me concerne, si je devais avoir une petite conclusion sur cet aspect de réduction du train de vie de l'État, je crois que les dirigeants congolais doivent être modestes. Et ils doivent, à notre avis, suivre l'exemple sénégalais. Parce qu'on ne serait pas moins président, moins ministre d'État, moins premier ministre, moins ministre, si, comme au Sénégal, un ministre touche 3,8 millions. Le premier ministre touche 4,3 millions. Et le président de la République touche 4,8 millions. Et je vous donne à chacun de vous la possibilité de calculer le différentiel et voir ce que ça reviendra à l'État. Voir ce que ça reviendra à l'État. Mais non, au-delà de ça, c'est l'autre aspect qui est sciemment oublié par les gouvernants, les membres du gouvernement. La corruption, les détournements de fonds publics. Alors qu'on devrait avoir pour objectif, si vraiment le fameux projet de société qu'on exécute ensemble, poursuivant la marche, soi-disant la marche vers le développement. Mais l'une des premières mesures qui devait être prise, c'est tolérance zéro en ce qui concerne la corruption, tolérance zéro en ce qui concerne les détournements des deniers publics, tolérance zéro en ce qui concerne la fraude, la concussion et autres. Et je vous rappelle, cette déclaration du président de la haute autorité de lutte contre la corruption, qui nous révélait qu'il avait fait mener des enquêtes et des investigations, qu'il avait un certain nombre de dossiers et il ne lui restait qu'à les transmettre à la justice. Ces dossiers n'ont jamais été transmis à la justice. Où sommes-nous? Et que voulons-nous? Et on veut malgré tout se perpétuer au pouvoir. La raison fondamentale du maintien. Déjà celle du changement de constitution. Ce n'était pas comme on a voulu nous le faire avaler pour faire évoluer les institutions, puisque Jean-Louis Debré a apporté un cinglant démenti à toutes ces déclarations dans son livre. Ensuite, que faisons-nous? Et après, on découvre que c'est les mêmes qui sont baignés dans les scandaleux crimes économiques et financiers. Et ces scandaleux crimes économiques et financiers sont connus. Où sont passés les 14 000 milliards d'excédents budgétaires? Qu'avons-nous fait des malversations financières au fonds de soutien à l'agriculture? Que faisons-nous du scandale du FIGA? Que faisons-nous du scandale du Trésor Gate? Que faisons-nous du détournement de 9 milliards des pensions de novembre et décembre à la trêve? Que faisons-nous des révélations faites par la société civile, des 160 milliards qui ont été détournés au ministère de la Santé? Mais la liste est longue. Que faisons-nous des révélations faites comme quoi il y a 6 Congolais qui détiendraient près de 5 500 milliards dans les paradis fiscaux? Pas au Congo, mais dans les paradis fiscaux. Le Congo, c'est le pays d'où provient la ressource, mais la ressource, on la place à l'étranger pour développer les pays de l'étranger et plonger le Congo dans la misère, dans la pauvreté et dans le chaos. Ce n'est pas sérieux. Et cette mesure, lutter contre la corruption, qui est très bien écrite dans le projet de société, ensemble poursuivons la marche, elle n'est pas reprise dans les orientations du budget de l'année 2026. Et après, nous passons. Mais il n'y a aucune disposition qui est prévue pour arrêter de protéger les responsables des scandaleux crimes économiques et financiers. Ils sont connus. Ça veut dire qu'on favorise l'enrichissement illicite, on favorise la corruption. Et on vient devant les Congolais dire, nous voulons que le Congo se développe. D'ailleurs, les Congolais ont la preuve. On nous avait parlé que le Congo serait émergent à l'horizon de l'année 2025. Nous y sommes, elle se termine bientôt. Où en sommes-nous? Véritablement scandaleux. Véritablement scandaleux. Et à cela, on peut ajouter, il faut qu'on accorde une attention particulière au fonds des avances. Il ne faut pas qu'on donne la possibilité au Premier ministre de signer des notes sans passer par le Parlement ou quoi, comme quoi il a mis une commission avec le ministre du contrôle d'État. Et à cette commission, on reverserait je ne sais pas combien, 15%, etc. Non, il ne faut pas faire comme ça. Et on ne reverserait que 2% au Trésor. Privilégions l'intérêt général. Et tel que ça apparaît. Et enfin, je termine sur l'audit. Comme je vous l'ai dit, il faut procéder à l'audit. Alors, avant d'aller à la conclusion, je vais quand même donner l'information, c'est un point nouveau.
C'est les révélations qui ont été faites par un compatriote, Alphonse Maboussou. Je crois qu'il les a faites en 2023. Il a sorti tout un document, il a fait tout un document. Et qu'est-ce qui ressortait de ce document? 133 milliards de francs CFA, soit l'équivalent de 222 milliards de dollars américains, sont planqués dans les paradis fiscaux, dans les bas de laine, dans les cimetières et dans les églises. Et ce qui me surprend, c'est que le gouvernement congolais, qui est bien au courant de cette publication, 133 000 milliards, 133 000 milliards, je dis bien 133 000 milliards de francs CFA, l'équivalent de 222 milliards de dollars planqués dans les paradis fiscaux, dans les bas de laine, dans les cimetières et dans les églises. Et ce qui nous a toujours surpris, c'est que le Congo soit en crise depuis plus de 10 ans. Une crise qui a un volet économique et financier tout à fait particulier. Mais c'est le silence curieux devant ces genres d'informations, silence curieux des gouvernements congolais. Tout comme ils observent le silence sur les 14 000 milliards. Et sur les autres affaires, on se pose la question, que veulent-ils réellement? Donc, nous venons à la conclusion. Et en conclusion, nous disons ceci, chers téléspectateurs. Je sais que c'est rébarbatif de parler des chiffres, mais il faut que vous sachiez que les chiffres sont des monstres froids, des outils d'aide à la décision. Et à travers les chiffres, on découvre un certain nombre de choses. On ne peut pas parler de transparence et ne pas aimer les chiffres. À travers les chiffres que nous avons vus dans les budgets, à travers l'analyse du sommaire, et nous y reviendrons, puisque l'année, les mois de novembre et décembre seront consacrés au niveau du Parlement à l'examen de ce budget, nous disons tout simplement que le budget 2026 est un budget qui plonge la majorité des Congolais, qui continue de plonger la majorité des Congolais dans la misère et dans la souffrance, qui privilégie une petite minorité, qui sait accaparer l'essentiel de la richesse nationale et qui ne se préoccupe pas du reste. Et c'est pour ça qu'il y a des voix qui s'élèvent pour dire il faut que le président Denis Sassou Nguesso continue, il faut ceci. Mais l'une des raisons fondamentales, c'est qu'ils veulent continuer à s'enrichir et à enfoncer les Congolais dans la pauvreté et dans la misère. Ça, ce n'est pas leur préoccupation. Et c'est pour ça que nous disons de façon claire que si l'on veut prendre en charge les défis qui sont rencontrés par les Congolais, parmi ces défis, il y a le fait que les retraités doivent toucher leur bourse à la valeur du point d'indice 300. Et cette pension doit être payée de façon concomitante avec les salaires. Il n'est pas normal, comme aujourd'hui, que les retraités qui ont déjà 41 mois d'arriérés de pension cumulent déjà, rien que pour l'année 2025, 3 mois, pendant qu'on s'efforce à satisfaire les travailleurs de la fonction publique. Ce n'est pas sérieux. Il faut aussi qu'on s'occupe des étudiants. Il faut qu'on s'occupe des travailleurs de plusieurs structures. Quand j'entends ces cris des travailleurs de la mairie de Dolisie, qui font une déclaration pour dire qu'ils ont 97 mois d'arriérés de salaire, c'est-à-dire 8 ans et 1 an, et 1 mois plutôt, excusez-moi, 8 ans et 1 mois. Posons-nous la question, comment ils font pour vivre? Comment ils font pour s'occuper de leurs enfants? Alors la politique, c'est pour améliorer les conditions de vie ou pour enfoncer les Congolais dans la misère? Et je vous ai donné les chiffres. Le Congo avait un budget de 2814 milliards en 2010. Ce budget est de 2501 milliards en 2026. C'est très grave. Quelle est la raison fondamentale de cette décroissance? Et il en existe bien une, et je peux vous la donner. Mais c'est la propension à vouloir s'enrichir d'une petite minorité et à enfoncer la majorité dans la misère. Ce n'est pas du tout normal. Pensons au fonctionnement des services sociaux, l'école, la santé. Pensons à l'emploi des jeunes. Pensons aux autres aspects. Aujourd'hui, nous avons le problème de la jeunesse avec les Koulouna. Mais il faut bien que ce problème soit radicalement résolu. Et moi, je suis de ceux qui pensent que pour relever ces défis, il faut fondamentalement
que les gouvernants actuels soient capables de se remettre en cause. S'ils ne sont pas capables de se remettre en cause, il nous faut un changement et une rupture. Faire la politique autrement qu'elle ne se fait. Parce que si on veut relever ces défis, il faut que nous allions vers la réduction du train de vie de l'État. Et objectivement, le Premier ministre congolais ne mérite pas, au vu du barème mondial que j'ai vu, il n'y a aucune raison qui justifie que le Premier ministre congolais gagne 25 millions. Et je vous l'ai dit, le président de la République pourrait gagner 4 800 000. Le Premier ministre pourrait gagner 4 300 000. Et le ministre d'État pourrait gagner 3 800 000. Et le ministre simple pourrait gagner 3 500 000. Le monde ne tombera pas. Mais on dégagera des ressources qui vont permettre de s'occuper d'autres secteurs et qui vont nous permettre d'avancer. Parce que dans la gestion de la cité, il faut privilégier des termes comme la solidarité. La solidarité est extrêmement importante dans la démarche que nous devons amorcer. Et c'est dommage que la mauvaise gouvernance congolaise se caractérise par l'égoïsme, par la recherche de l'intérêt individuel, par le fait de vouloir écraser les gens les uns les autres. Et ce n'est pas du tout normal. Ce n'est pas du tout normal. Je pense aux pays comme le Ghana, je pense à un certain nombre de pays où les gouvernants ont procédé à la réduction du train de vie de l'État. Mais pourquoi au Congo ce n'est pas possible? Est-ce que nous avons besoin, l'étape actuelle, d'un gouvernement de 38 minutes? Est-ce qu'on a besoin d'une kyrielle de personnalités qui ont rang de ministres ou de mini-délégués? Est-ce qu'on a besoin d'un certain nombre de structures que l'on juge inutiles? Et c'est pour ça que j'ai fait un coup d'œil, un clin d'œil au Sénégal, lorsque le président Macky Sall a décidé de supprimer le Sénat pour régler un problème qui était fondamental dans le cadre énergétique. Et je crois qu'il a réussi son pari. Et c'est une très bonne chose. Ne vivons pas au-dessus de nos moyens. Adaptons la vie de l'État congolais aux moyens qu'il dispose, tout en prenant la responsabilité d'aller sur l'orthodoxie financière et sur la bonne gouvernance. Maintenant, l'autre aspect, si on veut régler ces problèmes. Mais il faut traquer, on ne peut pas faire autrement. Il faut traquer les responsables des scandales des crimes économiques et financiers. Il faut adopter un objectif clair. Tolérance zéro en ce qui concerne la corruption, les vols, les détournements et autres. Et ça va nous permettre d'avancer. Il faut également arrêter de protéger les responsables des scandales des crimes économiques et financiers. Si on estime que les Koulouna ont fait du tort aux Congolais, vous pensez que les responsables des scandales des crimes économiques et financiers n'ont pas fait du tort? Mais si on regarde par exemple le nombre de décès dans le milieu des retraités, on peut dire aussi que c'est le fait de ce qu'ils vivent dans des conditions extrêmement difficiles, ils sont maltraités et ils n'ont pas pu prendre soin d'eux devant un contexte tout à fait particulier. Mais il ne faut pas oublier d'accorder une attention particulière à ces fonds de déshérence. Il ne faut pas oublier de réaliser les audits. Il ne faut pas avoir peur. Quelle est cette gouvernance où il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas d'audit? Mais c'est pas possible. Pour les 14 000 milliards, on avait prévu que la Cour des comptes et des disciplines budgétaires ferait un audit chaque année et qu'il serait rendu public. Depuis 2006 jusqu'au jour. Ça va faire 20 ans. Aucun audit n'a été réalisé. Mais on a peur de quoi? On a peur de quoi? Alors c'est pour ça que nous disons, pour terminer, nous interpellons les gouvernants. Nous les exhortons à prendre conscience d'un certain nombre de choses. La politique qui consiste à appauvrir l'État pour enrichir les particuliers, pour plonger la majorité des Congolais dans la misère et dans la souffrance, ce n'est pas une très bonne chose. Il faut que les Congolais en prennent conscience. Aujourd'hui, vous avez par exemple la situation des retraités qui lancent des sit-ins, non pas seulement à la primature, mais dans tous les chefs-lieux des départements, si on ne leur paye pas 5 mois, les 5 mois qui leur sont dus au titre de l'année 2025 et au titre de l'année 2024. Et lorsqu'on voit ce qui se passe, lorsqu'on voit l'arrogance des gouvernants, lorsqu'on voit le mode de gouvernance, etc., on se dit que ce n'est pas du tout sérieux. Arrêtez
d'appauvrir l'État pour vous empêcher. Arrêtez d'appauvrir l'État. Et votre démarche est tellement malheureuse que nous sommes arrivés à constater, 65 ans après l'indépendance, que nous n'avons pas l'eau. L'eau, c'est la vie. Que nous n'avons pas l'électricité. L'électricité, c'est l'un des facteurs importants pour le développement de notre pays. Alors, de quel développement vous nous parlez? Alors, chers téléspectateurs, nous avons voulu essayer de passer en revue avec vous la situation. Mais elle est terrible, elle est catastrophique. Elle nécessite des mesures courageuses. Et sans mesures courageuses, nous n'irons pas de l'avant. Donc, chers téléspectateurs, c'est sur ces mots que nous terminons notre émission de ce jour. Nous osons espérer que les Congolais vont en prendre conscience et nous vous donnons rendez-vous sans vous rappeler ce que nous avons dit au début, à savoir que nous aurons rendez-vous le 15 novembre 2025 à partir de 18h, à partir d'une émission webinaire pour laquelle le lien vous sera communiqué. Le rendez-vous disponible et faisons en sorte que nous allions de l'avant. Donc encore une fois, merci pour votre aimable attention et nous allons nous retrouver à la prochaine. Ça sera justement le 15 novembre. Vous aurez certainement la chance, si Dieu le veut, d'avoir à la fois une émission grand angle et d'avoir, mais n'oubliez pas que le 15, nous approchons déjà le 28 novembre. Et vous me direz pourquoi je parle du 28 novembre. Je parle du 28 novembre parce que le 28 novembre, monsieur le président de la République, Denis Sassou Nguesso, va faire son message sur l'état de la nation. Logiquement, ça devrait être le dernier message de sa mandature. Parce que vous savez que ce mandat se termine le 16 avril 2026. Et donc, nous osons espérer que le 28 novembre, nous aurons comme un message bilan. Nous aurons comme un message bilan qui nous permettra d'apprécier un certain nombre de choses. J'ose espérer qu'il y aura d'autres occasions pour que ce bilan soit fait. Donc, encore une fois, merci pour votre attention. À bientôt et à la prochaine. Merci.